Et bonsoir, bonsoir. Il est 20h, comme annoncé, me voilà. Et ce soir, on va parler de ce qui fait que on absorbe les émotions des autres, et pas que leurs émotions en fait, les énergies aussi qui sont pas forcément les énergies les plus sympas. Comment ça se fait en fait? C'est un sujet qui concerne beaucoup de monde. Et qui concerne peut-être encore plus particulièrement les professionnels de l'accompagnement. C'est pour ça que j'ai communiqué un peu en ce sens ces derniers jours. Alors on va attendre un petit peu. Laisser le temps aux personnes d'arriver. En tout cas, au fur et à mesure, n'hésitez pas à me dire d'où vous venez, si vous êtes thérapeute ou pas. Ou si simplement c'est une thématique qui vous touche, qui vous concerne à un autre niveau. Je serais très curieuse d'avoir votre retour, votre ressenti là-dessus. Votre expérience, votre retour d'expérience. Voilà. Qu'est-ce qui vous a attiré là dans cette question? Est-ce que vous aussi, vous êtes sujet à ressentir ce que ressentent les autres, ce que vivent les autres, et puis peut-être à le prendre sur vous, volontairement ou pas? Il y a des personnes qui font ça volontairement, c'est leur façon de travailler. C'est pas la mienne, mais bon, après chacun voit ce qui lui correspond en fonction de son énergie. Bon, donc on va y aller. De toute façon, c'est disponible en replay. Donc pourquoi est-ce que j'ai tenu à faire ce sujet, à discuter un peu de ce sujet avec vous, hein. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le sujet, justement, parler de votre expérience. Pourquoi j'ai tenu à parler de ce sujet? Eh bien, tout simplement parce que quand j'ai commencé à accompagner en hypnose en 2019 des personnes dans tout ce qui était en lien avec la gestion émotionnelle, avec le sommeil, l'arrêt du tabac, avec la perte de poids, avec tout ce qui peut avoir attrait aussi à tous les changements qu'on peut avoir envie de mettre en place, et ben je me suis rendu compte que après mes séances, et c'était vraiment tout de suite après, parfois ça commençait même pendant les séances, j'avais des tremblements, j'avais des maux de ventre, j'étais fatiguée, je pouvais avoir des sensations de lourdeur, surtout après les séances. Je pouvais me sentir particulièrement fatiguée, et notamment après avoir travaillé avec certains consultants qui venaient avec beaucoup de choses à déposer. Et puis, ça suffisait pas forcément une nuit de sommeil pour récupérer. Donc c'était un petit peu embêtant, hein, quand on accompagne les autres, on n'a pas forcément non plus envie derrière que ce soit lourd pour nous. Et puis je constatais que mes consultants, ils allaient toujours mieux eux, à la fin de la séance. Puis c'est moi finalement qui me sentais un peu plus lourde, un peu plus triste, des fois aussi un peu déprimée, avec des émotions, je savais pas trop d'où ça sortait. Et puis à l'époque, je savais pas que c'était pas à moi. Et donc parfois je rentrais chez moi avec tous ces bagages-là, et puis je les gardais, parce que quand même dommage. Et puis, mes collègues dans l'énergétique, à l'époque, m'ont dit bon, écoute, Delphine, il va falloir apprendre à te protéger de tout ça pour pouvoir continuer à travailler avec les personnes que tu accompagnes de manière saine. Il va falloir que tu apprennes à te protéger. Bon, ok. J'ai appris à me protéger. J'ai fait ça. Les bulles de lumière, les boucliers, les prières, les demandes aux anges, aux archanges, etc. Bienvenue à ceux qui arrivent. Voilà. Donc j'ai testé un petit peu plein de trucs en matière de protection, et puis force était de constater que ça suffisait pas. Alors sur le coup même je me suis dit bon, c'est quand même bizarre, hein, apparemment je fais les choses bien, et pourtant je continue de me sentir pas bien après mes séances, je continue de me sentir lourde, fatiguée, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Et puis avec le temps, les réponses ont fini par s'éclaircir. Et donc c'est pour ça que je te fais ce live aujourd'hui. Et si cette thématique te parle, voilà, n'hésite pas à me le dire, à me dire si toi aussi tu vis ça. Que tu sois accompagnant, professionnellement ou pas, ou bien que tu sois simplement hypersensible, empathe, que tu ressentes les choses des autres et que ça t'affecte personnellement. J'ai pris des petites notes parce qu'il y a plein de choses à dire.
Alors, d'où ça vient tout ça? D'où ça vient? En fait, c'est tout simplement, un phénomène qui provient du fait qu'on rentre, nous, en résonance avec les différents types de perturbations, que porte la personne. Donc ces perturbations, ça peut être des perturbations émotionnelles, hein, ça peut être voilà, les émotions avec lesquelles elle vient, qu'elle n'a pas forcément pu exprimer jusqu'à maintenant. Et puis là, dans le cadre qui est proposé, ça s'exprime avec beaucoup de force finalement. Ça peut être des pollutions énergétiques, hein. Donc si tu es dans l'énergétique, ça va te parler peut-être. Si je te parle de larves, si je te parle d'entités, voilà, des choses comme ça. Ça peut être des énergies stagnantes, hein, aussi, dans le champ énergétique ou dans le corps, hein, également, dans les corps de la personne. On peut avoir des entités, on peut avoir des défunts, hein, qui sont venus avec la personne que vous accompagnez, ou en tout cas avec les personnes que vous croisez, hein. Et puis ces entités ou ces défunts peuvent dire: «Ah tiens, je vais aller causer, avec cette nouvelle personne-là qui peut-être sera plus à même de m'entendre», ou bien simplement je vais aller lui prendre un peu d'énergie si c'est ce que je recherche. Et ça peut être enfin des mémoires. Alors des mémoires, il y a plusieurs types de mémoires, hein. Ça peut être des mémoires émotionnelles, donc des choses qu'on a vécues, des émotions qui ont été, refoulées, qu'on n'a pas pu exprimer sur l'instant, soit parce qu'on était enfant, soit parce que ça provient aussi, d'autres incarnations. Et ça s'est stocké, en fait, ça s'est cristallisé dans les champs énergétiques et dans le corps. Ça peut être des mémoires, donc quand ça vient d'une autre vie, d'une autre incarnation, on va parler de mémoire karmique. Et quand il s'agit de mémoires qui sont transmises par les ancêtres via l'épigénétique, on va parler de mémoire transgénérationnelle. Donc là, ça va être par exemple les blocages, les situations, les traumas qui ont pu être vécus par les ancêtres, qui sont descendus dans l'épigénétique et qui arrivent jusqu'à toi aujourd'hui pour être libéré, en fait, entendu, reconnu et libéré. Donc voilà, tout ça, les gens, ils viennent avec ça, on porte tous tout ça. Et puis, dans le cadre de l'accompagnement, ou même juste quand tu es avec un ami, ou quand tu es avec un membre de ta famille, si tu es un peu sensible à tout ça, il se peut que ça vienne rentrer en résonance avec toi. Alors, on va parler de différents types de résonance finalement, hein. C'est quoi ces résonances? Ça va être déjà une perméabilité émotionnelle. Quand on parle de perméabilité émotionnelle, donc si tu es un professionnel de l'accompagnement, si je te parle de transfert contre transfert, il y a de grandes chances que ça te parle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire très très simple, le transfert, le contre-transfert, c'est quand quelqu'un en fait projette ses sentiments, ses émotions sur une autre personne. Donc dans le cadre de l'accompagnement, donc l'accompagnant vers l'accompagné quand c'est le contre-transfert, et l'accompagné vers l'accompagnant quand c'est le transfert. Le fait de faire cette projection va forcément, en fait, c'est la conséquence d'une résonance avec quelque chose qui nous parle, avec quelque chose qu'on a déjà vécu, ou en tout cas avec quelque chose même qu'on a pu entendre, du vécu de quelqu'un d'autre. Donc ça vient forcément faire un écho en nous. Et on verra que à chaque fois qu'on se prend finalement une charge, qu'elle soit énergétique, émotionnelle de l'autre, c'est parce que ça fait écho en nous, à quelque chose en nous en fait qui est similaire, qui porte une fréquence vibratoire similaire. Ça peut être une question d'empathie, hein, dans cette perméabilité émotionnelle, une question d'empathie ou d'hypersensibilité, j'ai envie de dire, alors les mots sont maladroits, mais mal gérés. L'empathie ou l'hypersensibilité, c'est une capacité, et quand c'est bien géré, on est en capacité sereinement de percevoir l'émotion, de percevoir ce qui se passe chez l'autre, sans que ça nous affecte personnellement, sans que ça vienne nous atteindre. Et donc quand c'est mal géré, soit parce qu'on n'en a pas conscience, hein, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, ou bien parce qu'on n'est pas à l'aise avec ses propres émotions, ou avec les émotions tout court, ou avec l'autre, ou pour tout un tas de raisons. Ce qui va se passer, c'est que ça va venir résonner en nous, et on peut même ne pas faire la distinction que ça ne nous appartient pas, voilà, que ça appartient à l'autre, et donc ça vient finalement nous chercher, nous perturber. De manière générale, la perméabilité émotionnelle, ça vient en fait de nos blessures et de nos traumatismes qui n'ont pas pu être intégrés, digérés et apaisés. Donc là, on a déjà un premier axe en fait qui nous permet de comprendre ce qui se passe. C'est tout ce qui va rentrer en résonance avec nos blessures, avec des choses qu'on a déjà vécues, va venir potentiellement nous coller des charges.
énergétiques, émotionnels, qui vont nous fatiguer, qui vont nous faire nous sentir pas bien après avoir vu la personne ou après la séance. Donc là, on dégage déjà une première chose. Ensuite, il y a cette notion de perméabilité émotionnelle, mais pas que. On a une question aussi de perméabilité énergétique. Alors la perméabilité énergétique, ça peut être plein de choses. Ça peut être une absence ou une mauvaise hygiène énergétique. Alors qu'est-ce que j'entends par hygiène énergétique ? Tous les matins, vous prenez une douche, ou tous les jours, ou voilà, selon la fréquence qui est la vôtre, vous lavez votre corps, en fait, de tout ce qui peut avoir besoin d'être lavé. Eh bien, vos corps subtils, c'est pareil. Ils ont besoin d'être nettoyés régulièrement, même très régulièrement. Et donc, quand on ne le fait pas, ils vont un petit peu avoir tendance à capter tout ce qui se situe autour de nous, dans notre environnement, tout ce qui appartient aux personnes qui sont autour de nous. Et ça aussi, ça va venir finalement nous alourdir, ça va venir nous mettre ces fameuses charges émotionnelles, par exemple, énergétiques, cette fatigue, cette lourdeur. Donc par rapport à ça, il y a la question de est-ce que je me nettoie énergétiquement, est-ce que je sais le faire? Moi je sais que voilà, quand je suis sortie de ma formation en hypnose, j'avais pas appris ça. Je trouve que ça manquait, puisqu'on travaille quand même avec des personnes qui viennent avec des énergies lourdes, avec des émotions qui sont lourdes. Donc c'était quelque chose qui moi m'a manqué par exemple. Ou bien quand je dis mauvaise hygiène énergétique, c'est-à-dire, alors c'est pas mauvaise au sens du jugement, c'est plutôt au sens incomplète. Au sens dont on a par exemple conscience que on peut rendre à l'autre ses émotions, mais par contre on peut ne pas avoir conscience d'autres pollutions énergétiques qu'on a reçues pendant la séance, et si on n'a pas conscience, c'est compliqué de le nettoyer. Dans la question de la perméabilité énergétique, on va retrouver tout ce qui va être les failles dans l'aura. Donc l'aura, c'est un peu, vous pouvez imaginer comme notre champ énergétique, en fonction des blessures, en fonction de plein de choses que l'on porte, et en fonction des événements de vie qu'on a vécu. Ça peut être des traumatismes, des accidents, ça peut être des chocs psychologiques, ça peut être plein de choses. Des violences physiques également. Tout ça, ça peut avoir créé dans notre champ énergétique des failles qui vont faire que ces charges énergétiques et qui vont faire que ces charges émotionnelles vont pouvoir nous atteindre. Quand notre champ énergétique est sain, en fait, il nous protège aussi, naturellement, sans qu'on ait besoin de mettre en place beaucoup de choses finalement. Au niveau énergétique, on peut aussi retrouver un déséquilibre dans les polarités. Alors les polarités, qu'est-ce que c'est ? Ici, on va parler des polarités féminines et masculines. Je reviendrai un petit peu sur le féminin, le masculin intérieur un petit peu plus tard. Quand nos polarités sont pas bien équilibrées, quand notre masculin, quand notre féminin intérieur porte des blessures, là aussi, ça vient ouvrir des portes finalement pour avoir de la résonance avec l'autre, avec ses propres blessures, et pour être atteint par ce qu'il ressent et être potentiellement perturbé par ce qu'il ressent. Le manque d'ancrage dans la perméabilité énergétique. Le manque d'ancrage, ça c'est peut-être un des axes principaux qui peuvent faire qu'on ne se sent pas bien après les séances ou après avoir vu certaines personnes. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on manque d'ancrage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas bien totalement nos énergies dans notre corps, dans tout notre corps. C'est comme si on n'habitait pas tout notre corps. Parfois, vous avez peut-être déjà rencontré des personnes, peut-être que ça va vous parler à vous, qui vous disent moi je me sens coupée en deux, ou bien j'ai l'impression d'habiter que le haut de mon corps. Donc voilà, là il y a une problématique en fait d'ancrage. Ces problématiques d'ancrage, pourquoi est-ce qu'on n'habite pas notre corps ? C'est encore une fois parce qu'on a à l'intérieur des mémoires, parce qu'on a des vécus inconfortables qui n'ont pas encore été accueillis, qui n'ont pas encore pu être reçus et apaisés, et qui font que on ne se sent pas à l'aise finalement inconsciemment dans notre corps et qu'on ne l'habite pas complètement. Donc ça fait que ça crée énormément de failles à nouveau dans nos énergies et qui font que on va un petit peu scoltiner tout ce qui traîne. Et enfin, là ça va être plus précisément pour les personnes qui sont dans l'accompagnement, l'alignement. Quand on n'est pas bien aligné, donc la tête, le cœur, le mental, le cœur déjà, rien que ça, quand il y a des contradictions intérieures, quand on est dans la dualité intérieure, quand il y a des émotions déjà de base, avant même la séance, ou avant même de voir quelqu'un qui nous perturbe, et qu'on n'est pas dans notre conscience, qu'on n'est pas dans notre présence, déjà là, ça va encore augmenter la chance les chances de provoquer ce phénomène finalement de transfert, de contre-transfert au niveau énergétique et émotionnel. Donc on a parlé de perméabilité émotionnelle,
on a parlé de perméabilité énergétique. Et tout ça, donc comme je vous l'ai dit, ça vient des mémoires. Tout ce qui va pouvoir entrer en résonance avec ce que l'autre apporte de souffrant et qui peut avoir créé de la souffrance dans cette incarnation ou dans une autre avec nous, qui n'a pas été digérée ou apaisée. Donc, ça c'est le gros, on va dire. Sur le côté qui vient à la fois plus de l'extérieur. Après, on a quelque chose de très personnel qui peut venir vraiment bien installer ce phénomène de je prends sur moi les problèmes de l'autre. Y compris, comme je vous le disais, des fois, c'est pas que des émotions ou des énergies, on en arrive à prendre les douleurs de l'autre aussi, de la personne qu'on accompagne. Je pense à un collègue qui était dans le massage, enfin qui est toujours d'ailleurs, et qui me disait mais je comprends pas, moi j'ai mal au dos après avoir massé les gens, pourtant tout va bien, mon dos va très bien, et puis la dernière fois j'ai massé une dame et puis j'ai chopé son mal de cheville. Bon, ok, c'était quand même curieux pour lui qui était en super bonne santé. Et puis en creusant avec lui, on s'est aperçu qu'il y avait en fait un autre phénomène qui faisait que ce sont ces programmes inconscients. Alors, les programmes inconscients, c'est des programmes qu'on a construits sans le savoir, sur lesquels on s'est construit et sur lesquels on a défini une modalité d'action et de réaction vis-à-vis des autres. Tout simplement la manière dont on se comporte en fait, à la fois sur le plan psychologique, le plan comportemental, le plan gestuel au niveau du corps, comment est-ce qu'on se tient, comment est-ce qu'on on communique, mais aussi sur le plan énergétique. On a des programmes inconscients. Un des programmes inconscients qui va pouvoir être une difficulté dans cette notion de je me débarrasse du fait de prendre finalement les charges qui appartiennent aux autres, ça va être le complexe du sauveur. Alors le complexe du sauveur, peut-être que ça parlera à certains, à certaines. Dans l'accompagnement, il y a de très très grandes chances. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une part de nous en fait qui s'est persuadée qu'elle devait absolument aider les autres coûte que coûte. Quitte à ne pas s'aider soi-même et quitte à se mettre en difficulté soi-même. Donc ça peut se développer pour tout un tas de raisons. Le comportement du sauveur fait partie du triangle dramatique, le triangle de Karpman, donc bourreau, victime, sauveur. Et on peut rentrer dans ce triangle malgré soi parce qu'on y a été invité dans la relation avec l'autre, dans l'échange avec l'autre qui s'est positionné en bourreau ou en victime, et puis on peut avoir tendance à prendre un des rôles antagonistes, ou bien on peut aussi le porter tout simplement parce qu'il y a une intention cachée au niveau de l'inconscient, et bien souvent au niveau de l'enfant intérieur, qui va être la recherche d'amour ou de reconnaissance. Voilà. Ça peut être quelque chose qui entretient ce complexe du sauveur finalement. Donc là, ce qui est important, surtout quand on est dans l'accompagnement, c'est de se poser la question, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'accompagne l'autre? C'est quoi mon but? Qu'est-ce que je recherche là-dedans, avec l'autre, pour l'autre, et surtout pour moi? Et est-ce qu'il n'y a pas un petit peu cette part-là? Est-ce que je recherche pas de l'amour? Est-ce que je recherche pas de la reconnaissance? Est-ce que je recherche pas un retour par rapport à ça? Voilà. La réponse, évidemment, n'entraînera pas de jugement, parce que je ne vous souhaite pas. On peut très bien, effectivement, le faire avec cette intention au départ. Et puis, finalement, faire évoluer les choses avec le temps. Et je pense que c'est un petit peu le chemin qu'on fait tous quand on accompagne, ou presque. Il peut y avoir une croyance cachée, toujours dans ces programmes inconscients, qui est qu'il faut prendre les mots de l'autre pour l'aider. Alors ça, c'est particulièrement, je le retrouve particulièrement dans l'énergétique. Les personnes que j'accompagne qui sont dans l'énergétique et qui débutent, ou bien qui sont dans l'énergétique depuis un moment, mais qui ont appris aussi il y a un moment, et qui peuvent porter cette croyance que je dois prendre sur moi le mal de l'autre pour pouvoir l'en soulager. Et ça peut ne pas être conscient, c'est le but du programme inconscient. Et quand ça se passe, automatiquement, on va aller chercher chez l'autre ce qui ne va pas. Moi, je pense que c'est une option. On peut faire comme ça, si on en a envie. Moi, personnellement, j'aime pas faire comme ça. Encore une fois, chacun fait comme il veut et on peut faire autrement. Donc là, ça va se poser la question, est-ce que ça me convient finalement de fonctionner comme ça ou pas?
Et si ça me convient de fonctionner dans cette dynamique-là, de dire ok, j'ai besoin de prendre le mal de l'autre pour pouvoir l'aider, pourquoi? Qu'est-ce qui motive ça chez moi? C'est toujours intéressant d'aller le questionner. Il peut y avoir aussi eu, toujours dans cette thématique du sauveur, il peut y avoir aussi eu une valorisation du sens du sacrifice quand on était enfant. Vous savez, ces croyances qu'il faut travailler dur pour être quelqu'un de bien dans la vie, par exemple, ou bien qu'il n'y a que les personnes qui ont souffert, qui sont des personnes bien. Voilà, ce genre de croyances, ça aussi, ça peut alimenter le fait de automatiquement prendre ce que l'autre vient finalement transmuter et on vient le prendre à sa place. Voilà, donc là, ça nous donne déjà une petite idée des différentes causes potentielles à ce phénomène de je prends. Je prends sur moi les émotions, je prends sur moi les énergies, je prends sur moi les problèmes des autres, y compris leurs douleurs. Donc comment y remédier? On est là pour ça. C'est un peu pour ça qu'on est là ce soir. Alors, on va voir deux choses par rapport à ça. La première, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. Je suis désolée. C'est un travail de long cours. C'est un travail sur soi de long cours. On va voir pourquoi, comment ça marche. Pour pouvoir prendre une direction et s'y tenir. Et après, je vais quand même vous donner un petit outil magique qu'on peut utiliser tout le temps et qui marche très très bien, qui fait que où qu'on en soit, dans cette avancée de je ne prends plus les charges des autres, on peut utiliser cet outil en fait. Et ça, qu'on soit thérapeute, qu'on soit pas thérapeute, il n'y a pas de limite. Et même, je pense, même une fois qu'on a bien avancé dans le travail au long cours sur lequel je vais venir, cet outil, moi personnellement, je continue de l'utiliser tout le temps. On va voir pourquoi. Alors pourquoi c'est un travail de long terme? Parce que vous l'avez compris avec tout ce qu'on a évoqué avant, ce qui fait qu'on prend les charges de l'autre, c'est tout simplement qu'on a des blessures, on a des failles en nous, on a des mémoires, on a un vécu de cette incarnation ou d'une autre qui rentre en résonance avec ça, qui rentre en résonance avec ce que l'autre a vécu. On a des fréquences vibratoires qui se rejoignent. Et en nous, on n'a peut-être pas encore conscientisé, ou on n'a peut-être pas encore apporté la guérison, l'amour et l'apaisement nécessaires sur ces fréquences pour pouvoir les voir chez l'autre en étant dans une forme de simple neutralité. Ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas ce que l'autre ressent, ça ne veut pas dire qu'on est dénué d'empathie, mais ça veut dire qu'on est capable de prendre une distance par rapport à soi pour être justement pleinement avec l'autre aussi à ce moment-là. Donc on a parlé, et là ça va peut-être être le plus simple à mettre en place au départ, c'est l'hygiène énergétique. L'hygiène énergétique, ça se passe à plusieurs niveaux. Donc ça se passe déjà au niveau du lieu, pour notamment les professionnels de l'accompagnement. Ça c'est pareil, quand j'ai commencé, on ne m'a absolument pas expliqué que c'était nécessaire que je nettoie énergétiquement le lieu avant, après les séances. Et des fois, ça donnait des choses rock'n'roll quand il y avait des personnes qui venaient déposer du très lourd dans une séance et que la personne suivante en fait repartait sur les émotions de la personne précédente parce qu'en fait elle avait déposé ça dans le cabinet et que moi je ne l'avais pas forcément nettoyé puisque je ne savais pas. Et finalement, je me dis, mais c'est bizarre quand même. Il y a des journées thématiques, ils ont tous le même problème le même jour. Puis finalement, on s'aperçoit que c'est les problèmes de la personne du départ qui sont encore là, en fait. Et que les autres, avec lesquels les autres rentrent également en résonance. Donc nettoyer le lieu énergétiquement, ça c'est déjà une première chose. Idéalement, avant et ou après chaque personne reçue. Si jamais c'est avec des membres de la famille, ce genre de choses, même son espace à soi, pensez à le nettoyer en fait. Pour ça, il y a plein de petites choses assez simples à faire. Vous allez en trouver tout plein sur internet. L'idée c'est que vous trouviez ce qui vous convient, ce avec quoi vous êtes à l'aise. Ça peut être un nettoyage par des fumigations, de l'encens, de la sauge, du palo santo. Alors ça dépendra des énergies que vous avez à nettoyer, évidemment, ça sera pas, c'est pas universel, c'est pas une panacée pour tout, c'est une possibilité pour un certain type d'énergie. Ça peut être un nettoyage vibratoire sonore par exemple, vous pouvez utiliser un tambour pour ceux qui en utilisent, vous pouvez utiliser des bols tibétains, vous pouvez utiliser
plein d'instruments finalement de sonothérapie qui sont, j'ai envie de dire, sur des fréquences qui vont pouvoir nettoyer au niveau énergétique votre lieu. Vous allez pouvoir passer, pour ceux à qui ça parle, par des prières. J'ai beaucoup travaillé au départ avec les prières à l'archange Michael, par exemple, quand j'ai débuté. Voilà, c'était pour moi ce qui était le plus simple, le plus accessible. Et puis plus vous allez de toute façon monter en compétence dans votre gestion de votre hygiène énergétique personnelle et de votre lieu, et plus vous allez acquérir des outils en fait qui sont simples d'utilisation et trouver ce qui vous correspond le mieux. Donc quand vous vous occupez du nettoyage du lieu, donc c'est le nettoyage des présences éventuelles que la personne a pu déposer, c'est le nettoyage des pollutions énergétiques, des mémoires émotionnelles qui ont pu être déposées aussi. Donc voilà, ça c'est une première chose. En matière d'hygiène énergétique, donc il y a le lieu et il y a soi. Donc là encore une fois c'est pareil, il va y avoir tout un tas d'outils que vous allez pouvoir utiliser. Ceux que je viens de citer pour le lieu sont aussi possibles pour vous. Voilà, bon, si vous êtes encore si vous appréhendez au départ tout ça. Après, sinon, il y a de très bons livres, notamment, je pense, à Serge Boutboul, qui a fait de chouettes livres sur les nettoyages énergétiques des lieux et des personnes, qui peuvent vous permettre d'avoir des bases par rapport à ça pour soi-même. Et pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, qui ont l'habitude de cette hygiène énergétique quotidienne, ou en tout cas régulière, pour vous, ce qui va être important, le stade d'après, c'est de veiller donc à vérifier que vous ne portez pas des perturbations, donc des énergies qui vous ont été envoyées, qui ne sont pas forcément bien intentionnées, ou que vous avez pris de la personne. Là aussi, alors ça c'est encore beaucoup moins dépendant de votre volonté, mais ça peut arriver. Vérifiez que vos polarités sont bonnes, vérifiez votre ancrage, vérifiez votre alignement, et là vous savez que déjà vous êtes bien pour pouvoir travailler ou même après finalement avoir travaillé. Par rapport à ça aussi, couper les liens avec les personnes, c'est super important. Voilà, c'est des possibilités. Donc ça, c'est sur ce qu'on peut faire au quotidien, voilà, quand il y a besoin. Ça peut paraître lourd comme ça, mais en fait, c'est juste un réflexe à prendre, et puis après, ça vous prend 30 secondes, quoi. Ça vous prend pas plus de 30 secondes, finalement, quand vous avez terminé avec les personnes que vous deviez accompagner, ou en tout cas avec les personnes que vous avez rencontrées, où vous sentez que vous avez été un peu chargé. Là où il va y avoir ce fameux travail au long cours, c'est sur la guérison des blessures, la libération des mémoires et la reprogrammation de l'inconscient. En fait, l'idée, ça va être d'aller vous alléger de tout ce qui peut rentrer en résonance avec l'autre. Donc en faisant ce travail sur soi, en allant à la rencontre finalement de vos ombres, de ce que vous avez gardé et enfoui à l'intérieur de vous jusqu'à maintenant, plus vous allez libérer des couches en fait, et moins vous allez prendre ce qui appartient aux autres, puisque vous ne rentrerez plus en résonance finalement avec les blessures de l'autre. Donc dans ce qu'il y a à travailler sur soi à ce niveau-là, on va retrouver donc la guérison des blessures. Donc pour ceux et celles qui connaissent, il y a les 5 blessures que Lise Bourbeau nous énonce. Et si vous n'avez pas lu le livre Les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, je ne peux que vous le recommander, c'est une perle. À lire et relire, on y décrit peut-être des choses différentes à chaque fois. Donc qui vont parler des blessures d'abandon, de trahison, de rejet, d'injustice et d'humiliation. 80% de tout ce qui est en lien avec ces blessures, ça se construit pendant l'enfance. Et après, à l'âge adulte, on ne fait que vivre des répétitions et on ne fait que vivre des renforcements, des blessures qui ont été finalement activées pendant l'enfance, puisqu'on les porte déjà avant. Et donc, ça a un double intérêt finalement d'aller travailler dessus, parce que non seulement vous allez diminuer ce facteur de résonance avec l'autre qui va vous faire attraper un petit peu tout ce qu'il lui a, et en même temps ça va vous permettre de changer votre paradigme de vie. Parce que quand vous allez travailler sur ces blessures, quand vous allez pouvoir aller les visiter, les apaiser, les comprendre, les entendre, accueillir les parts blessées de vous, eh bien vous allez cesser de rejouer certaines choses, tout simplement aussi, dans votre schéma de vie d'adulte. Tout ce que vous allez pacifier, il n'aura plus besoin de se répéter pour que vous en preniez conscience. Donc ça, c'est double bénéfice, et c'est du bénéfice pour toute une vie. Vous capitalisez sur vous-même, là, donc ça, c'est quand même super.
Pour ça, eh bien, on peut par exemple aller visiter et prendre en soin ces archétypes. Alors les archétypes, c'est Carl Jung qui nous avait introduit cette notion. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, vous avez peut-être déjà entendu parler d'enfant intérieur. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du féminin intérieur, du masculin intérieur, l'enfant intérieur blessé, le féminin sacré, le masculin sacré. Voilà, tout ça, ça tourne autour de cette notion d'archétype. On peut dire que ce sont comme des blocs dans l'inconscient qui vont être le siège des blessures qu'il va y avoir besoin d'aller traiter. C'est un petit peu comme si vous aviez une intelligence artificielle dans votre inconscient qui gère plusieurs domaines finalement de votre inconscient. L'enfant intérieur gère tout ce qui est en lien avec l'enfance, le féminin tout ce qui est en lien avec l'aspect féminin, qu'on soit un homme ou une femme, et l'intuition, la capacité à recevoir, la créativité. Le masculin, lui, va être cette sorte d'intelligence artificielle avec les limites. C'est intéressant, les limites. Comment je pose mes limites? Bah ça aussi, ça vient rentrer dans cette question de la perméabilité finalement aux énergies et aux émotions de l'autre. Donc en allant voir finalement ce qu'il y a besoin de pacifier par rapport à ces archétypes, eh bien on réduit encore ce champ, ce facteur d'attractivité, d'attraction, des pollutions des autres finalement. Ça va passer par de la libération émotionnelle, par du travail de libération émotionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour guérir les blessures, pour travailler sur tous ces aspects-là, il y a besoin d'accueillir en fait les émotions qui ont été bloquées, qui ont été refoulées ou qui ont été associées à un événement qui, lui, a été comme capitonné, j'ai envie de dire, par l'inconscient pour se protéger à un instant T. Ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas une maîtrise au niveau du temps. C'est-à-dire, on peut difficilement dire, allez, là, je vais aller libérer tout ce qui est en lien avec tel sujet. Par exemple, vous avez vécu des phases de violence dans votre enfance, quel que soit le type de violence que vous avez rencontré. Vous n'allez pas pouvoir vous dire, je vais aller là, maintenant, libérer tout ce qui est en lien avec ça. Vous allez libérer ce que votre inconscient est prêt à libérer en fonction de ce que vous avez pu reprendre de confiance en vous, ce que vous avez pu intégrer comme nouveau moyen finalement de défense par rapport à tout ça. Donc ça va être cette notion de accueillir au fur et à mesure du temps ce qui peut remonter. Les émotions qui peuvent remonter, c'est de les bloquer en fait et leur rendre leur juste place. C'est ça qui va permettre la guérison aussi de ces fameuses blessures qui sont à l'origine de ces résonances. Et enfin, une autre grosse partie du travail, c'est la clarification de ses intentions, donc notamment quand on accompagne, et la reprogrammation de l'inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire? Clarifier ses intentions, c'est on revient à cette notion du sauveur. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Même quand on n'est pas accompagnant, on a tous connu dans notre vie à un moment cette bonne copine ou ce bon pote là qui vient toujours nous voir mais juste pour se plaindre et qui vient toujours déverser et nous on accueille et on reste là et on reçoit. Et est-ce qu'on est finalement dans quelque chose d'équilibré à l'instant T où on choisit en conscience d'ouvrir un espace pour que cette personne puisse se déposer et qu'ensuite elle puisse reprendre finalement sa route un peu plus légère et où on est capable de faire la part des choses et de dire ok, ce qui dépose, je le laisse devant moi et je ne le porte pas, ou bien est-ce que on porte cette fréquence du sauveur en nous qui va faire que qu'on le veuille ou pas, on va prendre tout ça sur soi. Et là, c'est plus ok. Donc, quelle est l'intention consciente et quelle est l'intention cachée dans ce qu'on fait, même même dans le cercle privé finalement. Donc pour ça, on reprogramme son inconscient. Dans les archétypes, dont quand je vous parlais de l'enfant intérieur, il arrive parfois, c'est assez fréquent chez les accompagnants, que l'enfant intérieur ce soit cet archétype qui aille chercher chez l'autre et qui aille prendre les problématiques de l'autre parce qu'il veut l'aider. Donc auquel cas, il va falloir aller le rencontrer, cet enfant intérieur, et puis lui expliquer qu'on peut faire autrement. Qu'il n'est pas obligé de faire de cette manière-là, finalement. Ce programme intérieur qui peut traiter la situation de manière différente. Ça, c'est un exemple de reprogrammation.
Dans cette notion d'intention, j'ai très envie de vous parler aussi du pouvoir. Parce que c'est aussi en lien avec cette question du sauveur. À partir du moment, je pense, où on prend conscience que quand on prend à l'autre ce qu'il a à guérir, quand on lui enlève et qu'on le prend pour soi, on lui retire sa capacité et on lui retire son pouvoir d'auto-guérison. Alors évidemment, quand on va voir un accompagnant, c'est qu'on a besoin d'aide. Et en mon sens, on ne vient pas voir quelqu'un, en tout cas inconsciemment, on ne vient pas voir quelqu'un pour qu'il nous guérisse. On vient voir quelqu'un pour qu'il nous aide à guérir ce qu'on a à guérir. Et c'est là où on va être dans cette dynamique du sauveur ou pas. Si je guéris l'autre, si je suis dans l'intention de guérir l'autre, si je suis dans cette dynamique-là, je suis en position de sauveur, l'autre est en position de victime, et donc je lui prends son pouvoir, que je le veuille ou pas. Et là, on peut commencer à se poser des questions de est-ce que dans ma façon d'accompagner, je respecte le libre arbitre de l'autre ? Voilà, c'est une petite question aussi d'éthique qui rentre là, que j'avais envie de glisser là, parce que je trouve que c'est très très intéressant, et en tout cas pour moi, ça m'a permis de me remettre profondément en question dans ma manière d'accompagner. Quand j'ai débuté, j'étais clairement dans le sauveur, et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai fait « Ah oui, là c'est intéressant finalement, est-ce que je suis vraiment au service de l'autre là ?» Non seulement je me plombe toute seule, mais je suis peut-être pas tant que ça au service de l'autre. Donc ça fait partie aussi de ça, clarifier ses intentions. Donc finalement, on pourrait dire que c'est un peu le travail de toute une vie, entre guillemets, hein, de travailler sur ses blessures, de travailler sur la libération de ses mémoires. Les mémoires donc, qui vont se travailler en énergétique, en émotionnel et en corporel. Ça, c'est important aussi. Ne pas oublier le corps. N'hésitez pas à faire travailler le corps dans la libération des mémoires. C'est la dernière strate de libération, c'est hyper important. Voilà. Donc ça, c'est le travail au long cours. C'est le travail de fond. Quand on est accompagnant, je pense que c'est d'ailleurs le plus gros travail qu'on a à faire. C'est ce fameux travail sur soi, hein, quand Freud, lui, parlait de cette analyse que l'analyste doit d'abord faire de lui-même. Je pense qu'effectivement, il n'a pas tort. Mais cette analyse, elle ne se fait pas une fois en amont. C'est une analyse de toute une vie et c'est une reprise finalement de son pouvoir et de sa manière de relationner à soi-même qui doit se faire en permanence. Néanmoins, il y a moyen de prendre des accélérateurs. Heureusement, on va en parler. Alors, déjà, j'ai envie de vous partager un outil qui, lui, c'est un outil, je ne vais pas dire qu'il est magique, mais qui peut s'utiliser où qu'on en soit et tout le temps. C'est un outil qui va apporter plus de conscience sur la situation et c'est un outil qui va permettre de libérer, à minima, libérer la charge qu'on a prise qui ne nous appartient pas immédiatement, très facilement. C'est juste une phrase, c'est juste une question qui est à poser. Et puis si ça se libère pas, on va voir que c'est hyper intéressant parce que si ça se libère pas, ça veut dire que ça rentre en résonance avec quelque chose en nous. Soit ça nous appartient, auquel cas on va pouvoir s'en occuper parce que maintenant on sait ce que c'est, on sait ce que ça nous appartient. Soit c'est à l'autre, mais ça rentre en résonance avec nous, donc on n'arrive pas à s'en débarrasser et donc on va pouvoir agir aussi. Cet outil un peu magique, c'est la question à qui ça appartient. Peut-être que vous connaissez, surtout s'il y a des utilisateurs des outils d'Access Consciousness ici. Hein, comment ça devient encore mieux que ça? Je sais qu'il y en a au moins une, n'est-ce pas Ameline? Donc, c'est un autre outil de cette boîte à outils, donc à qui ça appartient. Dès lors que vous ressentez une émotion, une énergie, une charge, une fatigue, après avoir accompagné quelqu'un, après avoir vu quelqu'un, ou même vous êtes dans la rue et puis vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une douleur au genou, une douleur au ventre, quelque chose, la première chose, le premier réflexe, c'est à qui ça appartient. Pourquoi ? En fait, on est tous télépathes, on est tous capables de percevoir, notre inconscient, lui le fait, il perçoit tout ce qu'il y a dans le champ énergétique des personnes que nous croisons, et il communique avec les inconscients des personnes que nous croisons. Et quand il y a quelque chose qui rentre en résonance, eh bien, il peut très bien nous le signaler en nous faisant ressentir ce que l'autre ressent, ou en nous faisant tout simplement avoir la pensée, qui est l'information qui est dans le champ énergétique de l'autre sous forme de pensée.
Ça donne quoi? Ça donne que 98% des pensées que nous avons ne nous appartiennent pas. C'est immense. 98% des pensées que nous avons ne nous appartiennent pas. Elles proviennent de notre environnement, elles proviennent des gens qu'on croise, elles proviennent de nos programmes intérieurs aussi, beaucoup. Dans les archétypes, il y en a un qui s'appelle le critique intérieur ou le juge intérieur qui, lui, prend beaucoup de place souvent. Donc voilà, tout ça, c'est pas à nous. Donc finalement, il y a de grandes chances que quand on ressente un inconfort ou une douleur, ça appartienne à quelqu'un d'autre. Donc en posant cette question, on va déjà pouvoir apporter de la clarté par rapport à ça. Si ça appartient à l'autre, et s'il n'y a rien qui retient, c'est réglé. Vous posez la question, vous avez juste à dire « Ah tiens, cette douleur-là, à qui ça appartient ?» Vous pouvez le dire à voix haute, mais vous pouvez aussi le dire intérieurement, en pensée, ça marche pareil. Et là, à partir du moment où vous vous posez la question, votre inconscient sait qu'il est entendu, et du coup, hop, c'est bon. Ça permet de relâcher finalement l'énergie. Si ça ne se relâche pas, soit c'est que c'est à soi, auquel cas c'est une invitation à aller voir ce qu'il y a en dessous. J'ai mal au ventre, tiens, pourquoi j'ai mal au ventre tout à coup? Est-ce qu'il y a un truc qui me stresse? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'angoisse, que j'anticipe? Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec mes émotions à moi, dans la situation que je vis? Ou bien, c'est que ça rentre en résonance, ça appartient à quelqu'un d'autre, mais ça rentre en résonance avec nous. Auquel cas, on va pouvoir demander ce que c'est, donc à notre inconscient, se demander ce que c'est, faire émerger ce qui est et pouvoir travailler dessus. Donc ça, c'est un super outil, parce que ça vous permet à la fois de le gérer dans l'instantané, et ça vous permet aussi, en fait, d'avancer sur ce travail de background, j'ai envie de dire, de libération des émotions, des mémoires, des blessures, puisque les autres, en fait, viennent vous faire le miroir de ce que vous portez à l'intérieur de vous. Et donc vous, à partir du moment où vous prenez conscience que ce que vous avez capté de l'autre résonne avec vous, eh ben, vous pouvez prendre conscience de ce que c'est, et à partir du moment où vous savez ce que c'est, vous pouvez agir dessus. Voilà, ça c'est the outil magique que j'avais envie de vous partager. Donc voilà pour le gros des infos que j'avais envie de partager avec vous sur ce sujet ce soir. Par rapport à ça, donc moi c'est un travail sur lequel voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Je pense que j'ai pris facilement 3 ans à faire quasiment que ça, à venir explorer tout ce qu'il pouvait y avoir en moi pour libérer un maximum de facteurs de résonance. J'ai été amenée, vraiment, j'ai eu toute une période de vie qui m'a invitée à rencontrer profondément mes blessures, à rencontrer profondément mes mémoires, mon bagage transgénérationnel aussi. J'ai pas fini. Je pense que voilà, sinon je serais pas là. C'est quelque chose, c'est comme je le disais, un travail au long cours. Par contre, ça m'a permis de déjà énormément m'alléger par rapport à ces résonances. Et maintenant, je le vois direct. Quand quelqu'un apporte un dossier avec lui ou une énergie et que ça résonne avec les miennes, c'est tout de suite le tilt. Ah oui, ça, là, je vois à quoi ça fait référence. Ce qui me permet de pouvoir le gérer sur l'instant ou en différé et de gagner du temps. Dans cette notion de gagner du temps, c'est aussi pour ça que j'avais voulu vous faire ce petit direct ce soir. Je pense que c'est important de se faire accompagner dans cette démarche, alors surtout quand on est accompagnant, de pouvoir se faire accompagner soi pour pouvoir être en évolution constante et accompagner l'autre avec toujours plus de présence, toujours plus d'efficacité et toujours plus de connexion finalement, puisque le but c'est pas de se déconnecter de l'autre, c'est au contraire de gagner en connexion sans subir de désagréments par rapport à ça. Donc pour ça, pour celles et ceux que ça peut intéresser, pour qui ça vibre, pour qui ça résonne, qui sentent que voilà, dans mon énergie, il y a quelque chose qui peut venir être une contribution pour eux, j'ai créé un programme qui s'appelle le programme S'éveiller à soi. Alors pourquoi s'éveiller à soi? Parce que on va explorer justement en profondeur toutes les blessures, tous les archétypes, on va libérer toutes les mémoires qui sont prêtes à l'être à l'instant T. C'est un programme qui ne se destine pas que aux accompagnants, même si c'est un plus, parce que ça permet d'aller au palier suivant de son propre accompagnement et de son autonomie finalement dans les outils que l'on utilise. C'est aussi pour les personnes qui de manière générale ont envie de se rencontrer davantage et qui ont envie de libérer finalement les charges qui les pèsent, les poids, les boulets qui font que comme je vous le disais tout à l'heure, on répète encore et encore ces cycles
à l'âge adulte, parce qu'il y a des choses de l'enfance qui n'ont pas encore été vues, qui n'ont pas encore été entendues, qui n'ont pas encore été accueillies. Donc ça, voilà, c'est un programme que je mets à disposition désormais en ce sens. Donc ça se passe, donc c'est 10 séances de travail sur 8 à 12 semaines, donc c'est assez intensif, hein. Ça représente 21 heures quasiment d'accompagnement individuel, donc que ça soit en présentiel et ou en distanciel en fonction des formats, c'est adaptable. Dedans, on va retrouver aussi un bilan sur tout ce qui est design humain. Ça, je vous en ai pas parlé, j'ai zappé. Ah, c'est un point important. Dans le côté énergétique, connaître votre fonctionnement énergétique, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous respecter dans votre énergie et donc aussi de limiter ce phénomène. En design humain, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller creuser cet outil, c'est de l'or. On découpe la population en 5 types d'énergie. Et ces 5 types d'énergie ne réagissent pas de la même manière face aux charges émotionnelles, énergétiques, etc. des autres. Et donc, avoir cette info-là, ça permet aussi d'avoir des clés supplémentaires. Donc, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans cet accompagnement. On parle numérologie, on parle Gene-Key, qui est un peu la prolongation du design humain pour tout ce qui va toucher finalement à qu'est-ce que je suis venue expérimenter dans cette incarnation. Donc ça a son intérêt aussi pour éventuellement redonner du sens. Et puis il y a aussi une guidance, un travail de guidance avec vos guides directement pour voir un petit peu où vous en êtes et qu'est-ce qui est requis pour vous. On fait de la reprogrammation de croyances limitantes. Je suis disponible 5 jours sur 7 pour répondre à vos questions pendant toute la durée de l'accompagnement. Il y a des exercices à utiliser entre les séances, des outils concrets, pratiques. Donc voilà, si vous avez l'élan, si vous sentez que c'est un format qui vous parle, vous pouvez aller voir sur mon site internet, il y a toutes les infos. Sachant que là, il y a une petite promo pour le mois de juin de moins 20%. Donc ça, c'est plutôt sympa. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition, que ce soit sur le sujet qu'on a abordé ce soir, ou que ce soit sur l'accompagnement, ou sur peu importe. Voilà, tout ce qui a pu être évoqué, être dit ce soir. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Ouais. Je pense que c'est important d'aller dans le sens d'œuvrer à retrouver son autonomie aussi, à ce niveau-là, et sa souveraineté. Donc, voyez ce qui résonne pour vous. Voyez quels sont les chemins les plus alignés pour vous. Voilà. Je vous remercie d'avoir été là ce soir. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Et puis, on se retrouve très vite sous d'autres formats. Belle soirée. Ciao, ciao.